Bonjour à toutes et à tous. Je voulais m'adresser à vous et par l'intermédiaire évidemment de la presse aux Françaises et aux Français qui nous écoutent, sachant que depuis 3 semaines, j'ai volontairement peu parlé pour laisser sa chance au dialogue, au compromis et aux discussions de fond. Sur ce même perron, il y a 3 semaines, j'ai indiqué qu'il y avait un décalage important entre la situation internationale et la situation nationale, un décalage important parfois entre la vie politique française et la vie de nos compatriotes. Et donc pendant 3 semaines, en recevant syndicats salariés, syndicats patronaux, formation politique du socle commun, ceux qui soutiennent l'action du gouvernement que je vais former, des oppositions, mais aussi des différentes filières professionnelles, acteurs engagés du pays, forces vives, élus locaux, j'ai commencé à tracer des chemins qui vont nous permettre de trouver des compromis à l'Assemblée nationale, et notamment, j'y reviendrai, lors de ma déclaration de politique générale. Ce qui me frappe beaucoup, et c'est au fond un peu mon problème, c'est que dans le secret du bureau, dans le secret des discussions que nous pouvons avoir avec les différentes formations, avec les différents syndicats, avec les différents acteurs, au fond, qui peuvent faire avancer notre pays, dans le secret du bureau, les compromis sont possibles, les discussions sont sérieuses, toujours techniques, toujours sincères. Et au fond, ça nous amène à un premier schéma, une première possibilité dans les temps à venir, c'est de se dire qu'une coalition plus large aurait été possible avec un accord de non-censure, c'est-à-dire une capacité pour les formations républicaines à l'Assemblée nationale et au Sénat de se faire confiance avec, au fond, pas pour faire une coalition à l'allemande, mais au moins un texte qui permet de donner de la clarification, de donner de la stabilité au pays. Et surtout, je l'avais dit, pas d'immobilisme, mais donc de faire avancer et donner des réponses pour les préoccupations de nos concitoyennes et de nos concitoyens. Des premières consultations que j'ai eues il y a 3 semaines, il s'avère que pour plein de raisons qui sont d'ailleurs très compréhensibles et que je peux partager, cette possibilité n'a pas pu prospérer. Et donc au fond, le sujet maintenant, c'est comment chacun fait un pas, un geste, mais plus qu'un geste, sans se renier dans ses propres convictions, pour faire avancer le pays. Et donc au fond, sur les thèmes que nous connaissons, cela ne peut pas être aussi binaire que pour la réforme des retraites, dite la réforme Borne, ou contre la réforme des retraites, mais comment on l'améliore. Et c'est ce que je proposerai d'ailleurs aujourd'hui, c'est une amélioration de notre régime de retraite, notamment sur les questions de pénibilité pour les femmes. C'est pas uniquement la taxe Zuckman ou rien, c'est évidemment la capacité à se dire pourquoi, comment fonctionne la fiscalité pour les 0,1% de nos compatriotes les plus riches. Et donc ça pose la question au fond de ce qu'on dit la justice fiscale, c'est-à-dire comment l'effort évidemment est réparti. C'est pas la question est-ce qu'on est pour ou contre le pouvoir d'achat, on peut pas être contre donner plus de pouvoir d'achat évidemment à celles et ceux qui travaillent, c'est au fond quel est le meilleur vecteur pour le faire. C'est pas est-ce qu'on est pour ou contre une mesure sur l'immigration, c'est au fond pour ce grand défi que nous allons connaître encore dans les décennies qui vont venir, liés au réchauffement climatique, liés au terrorisme au Sahel, au Proche et au Moyen-Orient, quelles sont les réponses les plus efficaces qu'il faut trouver. Et au fond, ce caractère binaire est au fond ce qui peut nous empêcher d'avancer. Et c'est pour cela que, après en avoir discuté avec un certain nombre d'acteurs de la vie politique et parlementaire, je pense qu'il nous faut, comme je l'ai dit aussi sur ce perron, engager quelques ruptures. La Ve République, elle est présidentielle, semi-présidentielle, si on est précis, mais elle peut être aussi parlementaire. Et je pense que nous sommes dans le moment le plus parlementaire de la Ve République. Mais pour cela, il faut que chaque député puisse avoir du pouvoir, puisse avoir de la responsabilité, puisse prendre ses responsabilités. Et au fond, c'est ça qui nous empêche d'avancer, c'est la capacité à ce que le débat démarre. Et donc j'ai décidé de renoncer à l'article 49 alinéa 3 de la Constitution, puisque cet article, au fond, permet au gouvernement d'interrompre les débats, d'engager la responsabilité du gouvernement et au gouvernement d'écrire la copie. Et on le sait très bien, je défends la Ve République et sa Constitution, c'est un outil utile, mais c'est un outil qui a plutôt été imaginé par Michel Debré pour contraindre sa propre majorité. Or, dans un Parlement qui fonctionne, dans un Parlement en plus qui a été renouvelé il y a plus d'1 an, qui ressemble aux Français, avec ses divisions, on ne peut pas passer en force et on ne peut pas contraindre son opposition. Renoncer à l'article 49 alinéa 3 ne doit pas nous faire renoncer à ce que la France ait un budget au 31 décembre. Et donc, c'est sur la base de cette nouvelle méthode, de cette rupture, où le gouvernement déporte encore davantage le pouvoir à l'Assemblée nationale et au Sénat, que je vais pouvoir engager un certain nombre de discussions nouvelles
ce matin, cet après-midi, dans les jours qui viendront aussi avec les partenaires sociaux, en disant, fort de ce constat, fort de cette rupture, comment l'Assemblée nationale, comment le Sénat vont s'emparer justement de ces différents enjeux. Alors évidemment, le gouvernement va devoir aussi, lui, changer de méthode, bâtir des compromis avant la séance, pendant la séance, parfois aussi après les séances, dans ce qu'on appelle les commissions mixtes paritaires, c'est-à-dire ce moment où l'Assemblée nationale et le Sénat se retrouvent. Et donc c'est aussi sur cette base que je proposerai dans les prochains jours au président de la République une liste de membres du gouvernement qui devront accepter de rentrer aussi dans une nouvelle méthode de partage du pouvoir avec l'Assemblée nationale. Il y aura d'autres ruptures à venir, j'en ai déjà esquissé quelques-unes, en matière de partage du pouvoir dans le pays avec la décentralisation, en matière de partage du pouvoir avec les partenaires sociaux, parce que je crois au dialogue social. En tout cas, ce que je veux vous dire ce matin, c'est que on va y arriver, que pour y arriver, il faut qu'évidemment chacun ait envie d'y arriver, et dès lors que le gouvernement ne peut plus être en situation d'interrompre les débats, il n'y a donc plus aucun prétexte pour que ces débats ne démarrent pas la semaine prochaine. J'aurai l'occasion de revenir devant les Françaises et les Français plus longuement, prochainement, pour faire un point évidemment sur ce qui les concerne pour leur vie quotidienne, sécurité, pouvoir d'achat, sécurité collective avec l'actualité internationale, parce qu'une fois de plus, en 3 semaines, cette rupture, ce décalage, pardonnez-moi, entre la vie internationale et la vie nationale continue d'être préoccupant, on l'a tous vu dans les dernières informations. Merci à toutes et à tous. Merci beaucoup. Voilà, c'était la prise de parole du Premier ministre Sébastien Lecornu, une prise de parole totalement inédite à 8h45 ce matin depuis le perron de l'hôtel Matignon, Christophe. Et alors, cette annonce, vous parliez avant qu'il n'apparaisse de coup de tonnerre ou d'électrochoc, plutôt un électrochoc, Christophe, il annonce « je vais renoncer au 49.3 ». C'est l'annonce majeure de cette allocution, de cette prise de parole. C'est un électrochoc, mais c'est un électrochoc assez doux, si j'ose dire, puisque renoncer au 49.3, c'est le Parti socialiste qui en avait pris l'engagement si Emmanuel Macron avait confié Matignon à l'un des membres de son parti. Donc c'est une énorme concession faite aux oppositions. Il n'y aura pas de 49.3. Alors supprimer et renoncer au 49.3... C'est pas doux comme électrochoc, c'est une énorme... Vous le dites. C'est un électrochoc sur la Ve République. Eh oui. Parce qu'évidemment, l'exécutif renonce à un outil particulier qui lui permet de passer en force et de débloquer des situations. Supprimer le 49.3, ça ne supprime pas le 49.2, c'est-à-dire les motions de censure que peuvent déposer les oppositions, et on sait qu'elles mijotent depuis un certain temps. Donc le gouvernement s'expose doublement. Il y aura un 49.2, il n'a plus ce bouclier du 49.3. C'est aussi, et c'est là où je parle de médecine douce, c'est aussi une défausse. C'est dire aux Français, prendre les Français à témoin, le budget, c'est le Parlement. De toute façon, aujourd'hui, c'est le Parlement, puisque nous n'avons pas de majorité. Messieurs les députés, mesdames les députés, soyez responsables. Emparez-vous de ce débat parlementaire qui peut commencer. Vous n'avez pas à attendre ma copie. Et ça sera votre responsabilité. Et sa copie, Nicolas Dose, il l'a rendue hier. Il l'a rendue au Conseil d'État. Il y a une copie qui a été rendue, qui va au Conseil d'État. Mais attention, comme il l'a dit à plusieurs reprises, on vit un moment parlementaire. On n'a jamais été plus que jamais aujourd'hui dans une période ultra-parlementaire. La copie, elle va être complètement revue par le Parlement. C'est très audacieux, je trouve, de renoncer au 49.3, parce que ça veut dire qu'il faut impérativement arriver à une solution compromis, justement. Il faut arriver à un consensus. Sinon, on arrivera à une situation de blocage, et une situation de blocage, il a rappelé la date, 31 décembre, il faut un budget. Sinon, on rebascule dans cette espèce de trou noir de la loi spéciale qui tient un mois, qui tient un mois et demi, mais qui tient pas toute une année. Et Damien Fleureau, merci. Vous êtes chef adjoint du service politique. Merci de nous d'avoir sauté sur notre plateau pour commenter cette prise de parole du Premier ministre. Un moment inédit de la 5e. Oui, un moment inédit, et finalement dans la droite ligne de ce que Sébastien Lecornu avait dit il y a quelques jours, je suis le Premier ministre, sans doute le Premier ministre le plus faible de la Ve République. Et c'est vrai que cette déclaration très forte, cette main tendue aux portes. Alors, un aveu d'impuissance peut-être. C'est vrai que ces derniers jours, les concessions faites sur la taxation des plus hauts revenus ou sur le pouvoir d'achat n'ont pas semblé convaincre suffisamment la gauche, ont peut-être froissé d'ailleurs une partie de la droite. Donc là, il met dans l'atmosphère un autre objet, un objet institutionnel. Il se retire une cartouche quelque part de son pistolet, parce que c'est ça le 49.3. Et il met la pression sur le Parti socialiste qui n'a plus de bonnes raisons, a priori, de censurer immédiatement un gouvernement Lecornu. Elisabeth,
Hier, Bruno Retailleau a dit attention, c'est pas sûr qu'on puisse entrer qu'on aille dans le gouvernement. Les socialistes aussi. Bref, le Premier ministre est sous pression et il a dit là, dans le secret du bureau, les compromis sont possibles et les discussions techniques sérieuses. Est-ce un moyen de leur dire? Et puis, une fois que vous êtes sortis de mon bureau, ça pétarade dans tous les sens, ça défouraille et vous n'êtes pas sérieux. Oui, alors Sébastien Lecornu, c'est un politique madré, quoique très jeune. Donc il sait très bien comment ça se passe. Mais c'est vrai que après 3 semaines de consultation, on a l'impression qu'il a fait du surplace. Donc oui. Il a grillé une grosse cartouche, mais il l'avait peut-être gardée aussi à dessein, au cas où effectivement ces semaines et ces semaines de consultation pour arriver à déterminer le quoi qui pourrait constituer le compromis ne débouche pas sur une solution évidente. Hier, il y a eu un afflux de pression du Parti socialiste qui a dit oui, on veut bien discuter, mais alors toutes vos mesurettes, on n'en veut pas. Et puis ils sont très agacés au Parti socialiste parce qu'ils ont l'impression. Patrick Caner l'a dit ce matin d'une certaine façon sur TF1. Il a dit finalement je préfère Bayrou. J'aurais préféré Bayrou. Bon, c'était une formule évidemment. Peut-être pas très heureuse, mais ça veut dire c'est pire. Pardon. Pourquoi ça veut dire quoi? C'est pire. Mais c'est complètement irresponsable, non? Le Parti socialiste s'est cru très beau il y a une dizaine de jours. Il était dans l'ivresse de la dissolution. On va y aller, on va obtenir, etc. Bon, hier il y a eu des défilés assez, non pas clairsemés, mais pas très importants. Ça met pas beaucoup de vent dans les voiles des socialistes. Donc c'est pour ça qu'Olivier Faure a dit à la fois on est prêt à la discussion. Mais pour l'instant, le compte n'y est pas du tout. Et les LR l'ont dit aussi, d'une certaine façon, parce que Bruno Retailleau, lui, il est sous la pression de son parti, et puis il a peur que Sébastien Lecornu cède tout au Parti socialiste pour pouvoir déboucher. Donc aujourd'hui, Sébastien Lecornu, c'est lui qui décide de mettre la pression, après avoir subi autant de prises de tenaille des autres, et il sort cette cartouche. Et il dit retraite, fiscalité, immigration, on n'est pas pour ou contre, on dit on fait comment? Il fait de la pédagogie en fait. Oui, il parle aux Français. À qui parle-t-il, Christophe? Il parle aux Français pour essayer de dépolariser le débat, où en effet depuis 15 jours il y a les pro-tax Zuckman, il y a les anti-tax Zuckman, les patrons montent à la barricade, les syndicats descendent dans la rue, et donc il essaye de calmer cela. Il a fait un appel à la raison. Il n'a pas été dans le ton de la dramatisation. Il était très calme, très doux, ce Premier ministre. Et il explique quand même qu'il faut chercher des consensus. Donc, il continue d'une certaine manière le « et en même temps ». C'est le « et en même temps » où on peut faire plaisir aux socialistes et contenter les républicains. On peut faire le chemin l'un vers l'autre. Pendant que Christophe parle, Damien Fleureau, le RN est en train d'arriver à Matignon parce que il y a des rendez-vous qui sont prévus ce matin. C'est vrai. Et alors, il y a un enjeu avec le Rassemblement national, mais on le sait, le poids, il est plutôt sur les épaules du Parti socialiste. Olivier Faure, Patrick Caner qu'on a entendu, Boris Vallaud. La question que je me pose ce matin, c'est est-ce que, dans ce nouveau contexte politique, les LR ont intérêt à aller au gouvernement? Parce que ça veut dire que la copie, si elle est examinée en séance du budget, elle va être profondément remaniée. Elle ne ressemblera plus, a priori, du tout à ce que souhaiterait un Emmanuel Macron et un Sébastien Lecornu. Les LR vont se retrouver dans une position difficile s'ils siègent toujours au gouvernement avec 7, 8 postes, certains importants, même s'ils ne pilotent pas forcément Bercy. Quel serait l'intérêt d'un Bruno Retailleau d'emmener ses troupes dans un gouvernement qui verrait demain une taxation des hauts revenus de façon importante, qui verrait un coup de pouce au pouvoir d'achat, qui verrait un renoncement à la réforme de la retraite. Ou une suspension. Une suspension. Moi, je m'interroge sur l'avenir et on pourrait demain ou après-demain arriver avec un gouvernement 100% Renaissance. Mais il n'a pas du tout parlé de suspension de la réforme de la retraite. Non, mais il n'y aura pas. Il a expliqué que c'était pas tout ou rien. Et c'est vrai que si on va vers une sorte de bouillabaisse budgétaire où tout le monde apporte un petit morceau, bouillabaisse budgétaire. Eh bien, soit tout le monde participe au gouvernement, ça s'appelle l'Union nationale, soit, puisque personne ne veut participer au gouvernement, en effet, on va vers un gouvernement de techniciens ou de ce centre
du socle commun, qui s'appelle en effet... Oui, mais Nicolas, ce sera la bouillabaisse budgétaire, mais sinon c'est pas de budget du tout. Il faut quand même sinon c'est pas de budget, non mais d'accord. Mais il faut quand même reprendre nos esprits et se dire que là, il est dans une impasse. En fait, l'impasse, elle est presque intacte par rapport au début de ces premières heures de consultation. Donc oui, on ne sait pas où on va. Mais il a cherché une voie de sortie par rapport à la situation d'hier. Laissez Nicolas. Le pire, c'est l'absence de budget. C'est le pire. Économiquement, c'est le pire des scénarios, surtout qu'on l'a quand même déjà vécu il y a maintenant sur le budget 2025. Mais là, je vois depuis maintenant une petite dizaine de minutes, vous poussez l'analyse tous super loin. Vous demandez ce qu'il y a dans l'arrière-crâne du Premier ministre et comment le gouvernement... Enfin, il vient de prendre la parole comme jamais à 8h45 du matin pour annoncer un truc. Il a rien dit d'autre que « je renonce au 49.3 ». Il y a forcément une arrière-pensée politique très forte. Le fait de renoncer à cet outil institutionnel à quelques minutes de rencontrer les forces politiques les plus rétives, il est probable que, comme il le dit dans les secrets des bureaux, des choses se disent et qui ne sont pas forcément révélées par la suite, et que finalement, cet élément du 49.3 soit un point d'accroche très important dans les différentes discussions qu'il a pu avoir avec les uns et les autres. Je pense que faut pas chercher midi à 14h sur les motivations d'une prise de parole à 8h45. Alors, ne cherchons pas midi à 14h. Retrouvons tout de suite Mathieu Desmoulins, qui est à Matignon. Mathieu, bonjour. Alors, grosse annonce, vient de le rappeler Nicolas Dose. Je renonce au 49.3 et hop, entrée du RN à Matignon. Là, je vous entends. Régie France Info. Oui, ouverture du bal de cette grande série de consultations qui va s'étaler toute la matinée avec les oppositions. Le Rassemblement national qui vient de franchir les grilles de Matignon, vous l'avez dit Anaïs. Et puis, dans la foulée, le Parti socialiste. C'est ce rendez-vous qui va être crucial de l'aveu même de l'entourage du Premier ministre. Sébastien Lecornu le sait. Maintenant qu'il a fait cette annonce sur la forme, il va aussi devoir donner des victoires sur le fond au Parti socialiste. C'est cette fameuse logique du compromis dont il parlait dans sa déclaration, que chacun puisse faire un geste, et donc il annonce en sous-texte qu'il va lui aussi faire des gestes en direction du parti à la rose. Mais lesquels? Est-ce qu'il y aura par exemple un geste sur la justice fiscale? Comment mettre davantage à contribution les plus riches? Le Premier ministre pose la question sans y répondre, mais dans sa stratégie, elle est très claire, c'est donner des victoires au Parti socialiste, revient à laisser les socialistes l'annoncer. Il faudra donc écouter avec beaucoup d'attention la déclaration d'Olivier Faure, Patrick Kanner, Boris Vallaud, lorsqu'ils sortiront tout à l'heure, d'ici 11h, du bureau du Premier ministre. Merci beaucoup Mathieu Desmoulins en direct de Matignon. On rappelle que le RN est reçu à 9h, le PS à 10h30, les écologistes à 11h30 et le Parti communiste à 12h30. Nicolas Dose, messieurs, dames, vous dit... Vous êtes des dingues. Non. Non, mais je voudrais juste vous répondre, Nicolas. Atterrir juste sur le fait que 8h45 prise de parole solennelle pour annoncer un truc, voilà, il y a une idée derrière. Peut-être qu'elle a été formulée hier, justement, par Sébastien Lecornu à Bruno Retailleau, parce qu'il a fait monter les enchères assez haut hier. Pour faire suite à ce que vous disiez, Damien. Il a posé des conditions, un engagement sur 24 heures, des engagements sur le régalien, sur l'immigration. Il veut récupérer, par exemple, information, la main sur les consulats, parce qu'il a été traumatisé par l'affaire des visas français accordés aux étudiants algériens. Donc. Et donc, il s'est donné, d'une certaine façon, des raisons de ne pas entrer au gouvernement. Donc, est-ce que... Pardon, mon cher Nicolas, cette mesure surprise, elle a peut-être déjà été travaillée dans les coulisses et dans le secret. Donc elle est officialisée. Non, alors Christophe, pardon, mais il a dit. Le gouvernement doit changer de méthode et d'ailleurs les ministres devront consulter avant, pendant, après, bâtir des compromis. Depuis combien de temps, Christophe, on entend cette phrase? Est-ce que la France est capable de bâtir des compromis? Non. On l'entend depuis la naissance du général de Gaulle. La vie politique française est organisée de manière contre nature par rapport à la culture du compromis. La vie des partis, la construction de l'élection présidentielle, tout ça plaide pour le conflit et pas pour le compromis. Depuis 2022, majorité introuvable. Depuis 2024, assemblée ingouvernable. L'idée du compromis revient en force. Nous ne deviendrons pas des Allemands. Du président Macron. C'était dans le livre Révolution du président Macron. Il disait et en même temps, on va réussir à tous s'entendre. Mais en même temps, c'est l'addition. Et là, il cherche le plus petit dénominateur commun. Il ne le trouve pas. Mais en renonçant au 49.3, il donne le manche aux parlementaires. Nicolas disait, faut pas chercher midi à 14h, mais parce qu'il est ni midi ni 14h, il est minuit moins 5 pour sortir la France de l'ornière budgétaire. Là, la pression, depuis un quart d'heure, elle est sur les parlementaires.
messieurs et mesdames les parlementaires, vous ne tombez pas d'accord, il n'y a pas de budget pour la France. Donc, j'avais depuis 15 jours la pression pour donner une copie budgétaire. Je vais rendre ce que je peux. Maintenant, la pression est chez vous pour donner non pas une copie, mais un vrai budget qui doit arriver avant le 31 décembre dans la vie de la nation. Il faut admettre qu'il y a un côté rupture quand même. Ah oui, l'annonce politique rupture de méthode. C'est plus la cinquième. Il avait parlé de rupture, changement de méthode. Il y a une rupture et un changement de méthode. Il ne faut pas chercher midi à 14h. Il est peut-être minuit moins le quart pour reprendre les propos de Christophe. Il parle au français quand même, Sébastien Lecornu. Là, oui. Avec une note de contexte et il la referme avec la même note de contexte. Et il parle il y a un du décalage contexte international entre la vie de nos aussi. compatriotes et la vie politique. Ça, c'est le premier point. Il y a un décalage entre la vie de nos compatriotes, la situation géopolitique. Des drones ont survolé Munich. Hier, l'Allemagne, c'est pas rien. À nouveau, Poutine joue avec nos nerfs. C'est l'ancien ministre des Armées, démissionnaire qui est en train de parler. Il nous dit il y a ce décalage entre la vie internationale, la vie géopolitique, la vie de nos parlementaires et la vie de nos compatriotes. Prenez vos responsabilités. Je trouve qu'il renverse plutôt habilement la charge de la responsabilité en pointant maintenant la responsabilité des parlementaires. Allez-y, montrez que vous êtes responsables, trouvez des compromis, puisque dans le secret du bureau, on s'entend, c'est sincère, c'est authentique, on avance. C'est à vous de jouer. Moi, je pense, c'est mon point de vue, qui est en train aussi de faire le constat d'un certain échec. Il avait patiemment élaboré, là je pars sous votre contrôle, une stratégie de cohésion avec le bloc central. On les réunit, on est cohérent, on avance ensemble. Attal, Renaissance, Horizon, Philippe, etc., LR et Modem. Hier, Retailleau ne claque pas la porte, mais met un sacré coup de pression. Notre participation n'est pas garantie. Qu'est-ce qui fait le Cornu dans la précipitation de Premier ministre ? Il fait aussi le constat d'un échec de cette stratégie de cohésion qui est en train de se fissurer. Il est face à des vents contraires. C'est peut-être ce qu'il nous dit. Il fait le constat d'un échec, Elisabeth. Oui, alors la cohésion, on la voit pas beaucoup c'est ça. Elle a pas depuis la dissolution. En réalité, ce qui se passe, c'est que la fin du bipartisme en 2017 avait déjà bien écorné le fonctionnement de la Ve République tel que l'avait conçu à l'époque le général de Gaulle. C'est vrai que le renoncement au 49.3 est aussi une aventure politique nouvelle dans un contexte, encore une fois, où nous sommes dans une impasse totale et que, parce qu'on l'oublie un peu, on est dans une situation budgétaire dramatique. Alors, quand je veux parler de budget, je me retourne immédiatement. Vers Nicolas Dose. Nicolas, on a 2 exemples de cas d'école sous les yeux. Aux États-Unis, c'est le shutdown. Comme ça, c'est clair. Ça, c'est un cas très particulier. On vire des gens, on en profite, on refait un peu une tambouille, et ça, c'est très très clair. En Espagne, hop là, ça fait 2 ans qu'on n'a pas de budget, et finalement, on s'en tire pas si mal. C'est quoi le problème chez nous ? Comment ça, le problème chez nous ? Le problème avec ce budget. Le problème, c'est qu'on a systématiquement des comptes à la dérive. On en est à notre 51e année de vie de la nation dans le rouge. Ça fait maintenant des années qu'on considère qu'il faut subventionner la demande et le pouvoir d'achat avec de l'argent que l'on n'a pas. Et on oublie que l'essentiel, c'est de produire et de créer des gains de productivité pour que l'économie puisse fonctionner. Et donc aujourd'hui, on affiche les chiffres macroéconomiques et budgétaires les pires de toute l'Europe. Voilà le problème du budget. L'Espagne s'en sort et elle n'a pas de budget. L'Espagne n'a pas de budget. Tous les pays qui aujourd'hui ont réussi à rétablir leurs finances publiques, notamment les pays du Sud, sont des pays qui sont intervenus sur le sujet des retraites. Il y a un homme clé. Ce sont des pays qui généralement ont baissé les impôts. Ce sont donc des actes politiques qui ne sont pas les nôtres aujourd'hui. Il y a un homme clé maintenant que le budget va être l'affaire du Parlement. Il y a un homme clé qu'il faut citer qui a été élu hier. C'est Philippe Juvin. Il est rapporteur général du budget. Ouais. C'est donc la cheville ouvrière, l'articulation entre le gouvernement et sa copie et les parlementaires et leurs travaux. C'est un LR, libéral, Macron-compatible, disait-on il y a certains temps. Ça va être un homme clé, homme d'hôpital, c'est un médecin extrêmement habile pour discuter avec tout le monde. C'est lui qui va venir maintenant dire aux parlementaires nous avons le compteur. Et il le dira sur le plateau d'LCI parce qu'il est là à 10h, Philippe. C'était le son grand projet pour purger la fonction publique. Damien. Non, juste un mot pour revenir sur ce 49.3. C'est vrai que le 49.3, c'est aussi ce qui a marqué le passage à Matignon d'Elisabeth Borne, qu'il a utilisé plus d'une 20aine de fois en quelques semaines, quelques mois. Et donc, je pense qu'il veut, Sébastien Lecornu, marquer une rupture aussi
par rapport à des prédécesseurs et occuper la bande passante parce que on va tout au long de cette journée commenter cette déclaration, entendre le Premier ministre sur le 49.3, mais Guillaume aussi a cité d'autres messages clés qui ont été passés par Sébastien Lecornu. Et donc, quand on aura la réaction tout à l'heure de Marine Le Pen, quand on aura la réaction d'Olivier Faure tout à l'heure, on aura aussi à part égale une expression du Premier ministre. Dans la stratégie de communication, ça peut être souligné. C'est pas idiot comme coup, Elisabeth. Non. Parce que comme il leur repasse la patate chaude. Exactement. Il était sous pression, il leur met la pression. Et on peut ajouter d'ailleurs à ce que vous dites, Damien, que ils ont beaucoup joué les oppositions avec le 49.3. Il y en a eu combien ? On a l'impression qu'ils faisaient le 49.3 comme ils allaient au marché, en fait, histoire d'exister au Parlement, de pousser leur feu, en étant à peu près sûr la plupart du temps que ça passe pas, mais avec des moments décisifs où ça passe. Bon, là, c'est one shot, pardon, en bon français. Donc, ça met aussi les partis devant leurs responsabilités de travail, de parlementaires, dans les semaines qui viennent. C'est intéressant. C'est intéressant. Il parle, le Premier ministre, d'une nouvelle méthode de partage de pouvoir. Et il insiste, comme il l'avait fait d'ailleurs dans les 2 interviews qu'il a données à la presse régionale et nationale, de la décentralisation. Oui. C'est un axe majeur, Christophe ? C'est un axe majeur. Est-ce que les Français l'entendent, ça, le comprennent, ce que ça veut dire ? Oui, parce que les Français ont compris la défaillance de l'État, ils voient bien que Paris, c'est loin de leurs préoccupations, et donc la décentralisation, ça peut leur parler. Le partage du pouvoir, on le connaissait en France, ça s'appelait la cohabitation. Majorité de gauche, président de droite ou l'inverse, et puis voilà, on se parlait, on se répartissait les territoires. Là, depuis 2024, on a autre chose. On n'a pas de majorité. Donc il ne s'agit pas de cohabitation, il s'agit de co-gestion, au mieux, de co-responsabilité quant aux choses qui vont mal. Et là, Sébastien Lecornu, quand il a parlé dans Le Parisien, il a installé 2 niveaux. Le niveau horizontal, entre les oppositions et le socle commun, comment on trouve un consensus, et puis une opposition verticale, une cohabitation verticale. Paris et les collectivités locales. Sachant que derrière ces décentralisations, on attend aussi beaucoup d'économies budgétaires, puisque les collectivités locales dépensent. Donc oui, il a eu raison de mettre ça dans le jeu. On verra si le Parlement est capable de traiter les 2 chantiers, le chantier du budget et le chantier de la décentralisation. Damien Fleuron, c'est quand même extrêmement habile, cette petite prise de parole d'Epotron-Minel, parce que ça a pris tout le monde de court. Ça a pris tout le monde de court. Bruno Retailleau disait hier soir au Figaro, à ce stade, la participation de la droite au gouvernement n'est pas acquise du tout. Les socialistes menaçaient de censure. Sophie Binet disait Lecornu, c'est le Premier ministre des copier-coller. Et tout à coup, il renverse vraiment la table, en fait. Oui, c'est vrai que... Il leur renverse la table sur les pieds. Il semblait être dans un coin, poussé par les oppositions de droite comme de gauche, cornérisées. Et en plus, c'est vrai, soutenu par le socle commun, mais légèrement, il y a quelques voix en fait, Sébastien Lecornu n'a pas de troupe officiellement, il n'y a pas de lecorniste, ou en tous les cas, il n'a jamais cultivé un réseau comme d'autres ont pu le faire par le passé. Il ne dirigeait pas le parti Renaissance. Donc c'est vrai que c'était plutôt un homme seul. Aujourd'hui, par cette déclaration, il tente un coup politique, par une stratégie de communication qu'on a longuement commentée depuis sa prise de fonction, avec une parole plutôt silencieuse, le grand muet. Exactement. Il fait passer des messages, il consulte, il voit des journalistes aussi, donc malgré tout, il est présent. On va voir si c'est suffisant dans les heures qui viennent, parce que finalement, aujourd'hui, c'est un peu un juge de paix avec les déclarations en particulier du Parti socialiste. De quelle manière, au Parti socialiste, Olivier Faure, Patrick Kanner et Maurice Vallaud vont réagir à cette... Est-ce que c'était une demande des socialistes ? C'était une demande très forte. Donc il accède à une demande par surprise. Oui, on va voir comment ils réagissent tout à l'heure. Évidemment, ça va être déterminant. Mais je suis assez interpellé. C'est une question que je voudrais poser à nos éditorialistes de politique ici sur le plateau. Il envoie des appels de phare à tout le monde, immigration, pas immigration, taxe Zuckman, pas taxe Zuckman, etc. Retraite par retraite. Je me demande, et
mais je vous pose vraiment la question comme un béotien. Est-ce qu'il n'est pas en train de se mettre dans la position de Michel Barnier, c'est-à-dire soumis à une assemblée extrêmement fragmentée, avec laquelle il faudra trouver des compromis, envoyant des appels de phare. Il est pas en train de se mettre, il y est de fait. Mais le RN reste un parti populiste. Si sa base lui dit on renverse, eh bien le RN renversera. Est-ce que c'est pas une Barnier bis là, avec une grande différence quand même, parce qu'en effet Michel Barnier a fait ça pendant un mois, le mois d'octobre 2024. Puis après il a dit bon maintenant 49.3. Et puis ça s'est retourné contre lui. 49.3, eh bien censure. Là, il renonce au 49.3. Donc il dit aux parlementaires, allez-y, débattez, c'est très important, prenez votre temps. Enfin, pas trop, parce qu'il y a un compte à rebours. Et ça sera votre responsabilité. En s'adressant d'ailleurs aux députés, mais aussi aux sénateurs, où les LR ont la majorité. Et c'est comme cela qu'il passe de Barnier, qui voulait être dans le bras de fer, qui essayait de tordre le bras de ses oppositions, à la stratégie du judoka. J'utilise la force de l'adversaire, cette force de toutes les oppositions qui sont contre moi, pour la renverser contre elles, ces oppositions. S'il n'y a pas de budget à la fin de l'année, ça sera votre faute. Pas la mienne, votre faute. Oui, c'est intéressant de voir à quel point effectivement il semble se mettre en retrait en tant que Premier ministre. Jusqu'ici, le Premier ministre, on l'appelait le chef de la majorité. Là, c'est plus. Pourquoi il avait dit qu'il était le plus faible d'ailleurs ? Parce que justement, il avait sans doute peut-être déjà cette idée de remettre le mistigris sur les épaules des parlementaires. C'est ce qu'il fait très clairement aujourd'hui en disant je n'activerai pas cet outil constitutionnel qui permet d'interrompre un débat et de revenir à une copie initiale. Allez, une petite pause et puis on reviendra sur cette prise de parole du Premier ministre. Prise de parole surprise. On s'y attendait pas du tout. Personne, même les mieux renseignés de cette table. Et puis on reviendra là-dessus. Et puis on reviendra aussi sur cette matinée de consultation. Le RN à 9h, le PS à 10h30, les écolos à 11h30 et le PCF à 12h30. À tout de suite sur LCI. Allez, c'était à 8h45, une prise de parole totalement inédite du Premier ministre Sébastien Lecornu, qu'on n'avait pas beaucoup entendu jusque-là, sur le parvis de l'Élysée, on n'y est pas encore, de Matignon. Et qu'a-t-il dit ? Eh bien, on l'écoute. Décidé de renoncer à l'article 49 alinéa 3 de la Constitution, puisque cet article, au fond, permet au gouvernement d'interrompre les débats, d'engager la responsabilité du gouvernement et au gouvernement d'écrire la copie. Et on le sait très bien, je défends la Ve République et sa Constitution, c'est un outil utile, mais c'est un outil qui a plutôt été imaginé par Michel Debré pour contraindre sa propre majorité. Or, dans un Parlement qui fonctionne, dans un Parlement en plus qui a été renouvelé il y a plus d'1 an, qui ressemble aux Français, avec ses divisions, on ne peut pas passer en force et on ne peut pas contraindre son opposition. Voilà, c'était le Premier ministre il y a quelques minutes. On est en direct avec Arthur Delaporte. Bonjour monsieur, vous êtes porte-parole du PS, député du Calvados. Alors, quelle réaction à cet abandon du 49.3 ? Écoutez, nous on en prend acte parce que évidemment que ça faisait partie des conditions, mais ça n'est pas suffisant. Et aujourd'hui, je le dis, le compte n'y est pas. Nous on demandait un geste fort envers les Français, un geste tangible pour leur quotidien, un geste qui permette de dire que nous avons remporté une victoire pour eux. Aujourd'hui, il y a une annonce sur la méthode, mais ça ne suffira pas et ce n'est pas la renonciation au 49.3, par exemple, qui permettra demain de suspendre la réforme des retraites, par exemple. Alors, justement, bonjour Arthur Delaporte. La parole est au Parlement. Comme vous le souhaitiez, le Premier ministre Sébastien Lecornu vous donne d'une certaine façon maintenant, non pas les rênes, mais la main pour laisser vivre ce débat parlementaire et donc peser de tout votre poids, nombre de députés de gauche, pour avoir une copie qui vous satisfait. Donc, vous pourriez aussi dire ce matin, c'est un très bel acquis et on va s'en emparer pour donner aux Français le budget qui nous semble le plus juste. Et vous ne dites pas tout à fait ça, c'est pour ça que je vous permets de vous poser cette question. Je vais vous répondre très simplement. C'est, je vous dis, un élément de méthode qui est nécessaire parce qu'aujourd'hui, en effet, il faut sortir de cet usage du 49.3. Mais ce que je dis par ailleurs, c'est que ça ne suffit pas. Par exemple, on ne peut pas, même sans 49.3, suspendre la réforme des retraites. Parce que ça crée des dépenses supplémentaires. Ça doit se faire dans un projet de loi de financement de la sécurité sociale. Et en fait, l'action des parlementaires reste corsetée dans la capacité à générer des dépenses supplémentaires. Or là, par exemple, si je suis Premier ministre, si je suis Sébastien Lecornu et que je dépose une copie budgétaire avec un cadrage financier minimal,
le Parlement n'a pas de marge de manœuvre. Donc, en fait, moi, ce que j'attends du Premier ministre, c'est pas quelques annonces sur la retraite des femmes, parce que c'est ça, en fait, les vrais engagements qu'il a pris, mais c'est pas grand-chose par rapport à notre demande, qui est de suspendre la réforme des retraites, vous voyez, par exemple. Donc, sur le reste, sur la question de la justice fiscale, il n'a rien dit. Sur la question de la contribution des plus riches, il n'a rien dit. Sur le fait que les catégories populaires soient épargnées de l'effort qui va être demandé l'an prochain, il n'a rien dit. Et donc, vous voyez, moi, je reste sur ma faim, sur les dimensions concrètes. Ah oui. Le 49.3, c'est de la technique, c'est de la méthode, ça permet d'avancer, mais ça ne permet pas tout, et ça ne permet pas, notamment, au Parlement, de générer des dépenses supplémentaires. Attendez, parce que c'était une allocution, c'est pas une allocution, c'était pas son discours de politique générale. Il dit, en 3 points, je mets fin au 49.3, j'appelle au compromis, chacun doit faire son job, et je rends le pouvoir aux députés. C'était pas un discours de politique générale. Et vous, 10 minutes après, vous lui mettez déjà une claque. C'est-à-dire, est-ce que vous pensez que les Français vont supporter ce spectacle indéfiniment ? Est-ce que vous pourriez pas prendre acte du fait qu'il fait un pas vers vous et dire, eh bien, nous entendons, nous allons discuter ce budget, nous allons parler de justice fiscale, etc. Mais moi, je vous entends et j'entends et je vous dis que nous prenons acte de cette décision. Donc, ne me dites pas que je ne prends pas acte de ça. Je veux dire, j'entends que c'est quelque chose que nous demandions, mais nous n'avons jamais dit que le 49.3 seul était la manière d'avancer pour la suite. Parce que je vais vous dire, le 49.3, ça met pas de beurre dans les épinards, ça met pas de sauce dans les pâtes, vous voyez. Mais monsieur le député, maintenant que le Parlement a la main sur ce budget, puisqu'il n'y aura pas de 49.3, la suspension de la réforme des retraites, vous pouvez la faire. Il y a une majorité, puisque le bloc de gauche plus le RN, vous êtes majoritaire. Pourquoi ne pas la mettre en débat et trancher ? Et je vous le dis, Christophe Barbier, la suspension de la réforme des retraites, qui a été faite, je rappelle, par un projet de loi de financement rectificatif de la sécurité sociale, ne peut être faite que par un projet de loi de financement de la sécurité sociale. Mettez-le dans le budget. Du coup, demain, mais même dans le budget, on ne peut pas. On ne peut pas. Techniquement, constitutionnellement, on ne peut pas. Et donc moi, je le dis à Sébastien Lecornu, s'il veut qu'il y ait un débat, il la met dans le débat, cette suspension de la réforme des retraites, et demain, eh bien, c'est au Parlement de trancher. Mais ça ne peut pas être un non dès le début. Et c'était ça ce qu'il a dit aussi ce matin. On ne peut pas parler que de la deuxième partie de son interview. Il faut aussi parler de la première partie de son intervention, qui était une fermeture sur nos demandes sur le fond. Et donc, je le dis, la méthode ne peut pas se substituer au fond. C'est un leurre qui, à mon sens, n'est pas acceptable. Monsieur Delaporte, si vous me permettez la question, il y a quelque chose dans vos propos que un certain nombre de nos téléspectatrices, nos téléspectateurs ne saisissent pas forcément et apparentent cela à tort ou à raison, mais en tout cas c'est perçu comme ça, à de la tambouille. Le Premier ministre Lecornu, sur le perron de Matignon, il dit « Il y a un décalage immense entre la vie de nos compatriotes et la vie politique parlementaire ». Et vous en êtes l'expression ce matin en nous disant qu'en réalité vous refusez de prendre cette balle au bond pour aller à un moment donné assumer votre part de responsabilité. Est-ce que vous pensez que les Français comprennent très honnêtement ? Moi, je le dis aux Françaises et aux Français, ne vous laissez pas avoir par cette espèce d'annonce qui ne remplace pas le reste. Quand on vous dit que les Françaises et les Français sont majoritairement hostiles à la réforme des retraites, quand nous disons, nous, on a 3 grandes demandes, une demande de justice fiscale, une demande de justice sociale et une demande sur la réforme des retraites, et qu'il dit non, non et non. La question du 49.3 ne peut pas se substituer au reste, puisque ça ne remplira pas le porte-monnaie de nos concitoyens. Et donc, si le Premier ministre avait dit, en plus de cela, pas à la place de cela, en plus de cela, oui, je suis prêt à remettre la réforme des retraites sur le tapis, moi je dis, j'aurais plutôt été dans un état d'esprit positif. Mais je rappelle aussi, et par ailleurs, que nous aurons l'occasion de lui dire, dans 1 heure à Matignon, que ça ne peut pas être la suspension du 49.3 pour solde de tout compte. C'est la suspension du 49.3 et le reste. Et peut-être que le Premier ministre pourra nous dire, à ce moment-là, j'entends, et alors j'ai décidé d'intégrer aussi la suspension de la réforme des retraites dans ma démarche. Et là, je vous dis, je serai content. Parce que, franchement, ça n'est pas possible de suspendre la réforme des retraites, même s'il n'y a plus de 49.3. Voilà, c'est techniquement pas possible, donc il ne faut pas se laisser illusionner par ce type d'annonce. Damien Fleureau ? Oui, donc Arthur Delaporte, ce que vous nous dites ce matin, c'est que s'il y a une motion de censure déposée par les Insoumis, comme ils le disent et ils le répètent, vous la voterez en l'état ? C'est pas ce que je vous dis.
Non, je vous dis pas ça. Parce que je vous dis que on va aller les rencontrer, on va lui dire ce qu'on en pense. Moi, vous me demandez ce que je pense de la suppression du 49.3, je vous dis, ça fait partie des points de méthode qui sont nécessaires, mais ça ne peut pas se substituer au fond. Je vous ai pas dit autre chose. Je vous ai dit, on avait des demandes, et on a toujours des demandes qui sont fortes. On va aller le rencontrer dans 1 heure pour lui dire ce qu'on en pense. Derrière, on aura un bureau national dans la journée pour voir quelles sont les conséquences que l'on tire de tout ça. Mais je ne vous ai absolument pas dit, à l'heure où je vous parle, que nous avions pris une décision sur la question de la censure ou de la non-censure. Ça, c'est les instances politiques du PS qui prendront cette décision au regard des annonces de ce matin, au regard des annonces des échanges que nous aurons ce midi. Merci beaucoup. Merci Arthur Delaporte. Vous êtes donc à Matignon vous-même à 10h30 tout à l'heure pour rencontrer le Premier ministre. Merci beaucoup de ce passage sur LCI. Christophe, on parle d'accord de censure ou non-censure. J'ai une petite question un peu technique pour vous peut-être, Christophe, Elisabeth, enfin tous ceux qui veulent. Est-ce que cette sortie du Premier ministre sur le perron ce matin à 8h45, c'est pas le signe qu'il y a un deal de non-censure avec le RN ? Je pense que si il doit y avoir non-censure avec le RN, ça ne se fait pas que sur cet épisode-là. Ça s'est joué en partie hier et avant-hier dans les attributions de postes à l'Assemblée nationale. Le RN a retrouvé sa place dans les instances à proportion arithmétique. Sébastien Chenu, 2 vice-présidents, etc. Ils ont été servis. Ça peut les apaiser. Le deuxième point, c'est un truc très technique, c'est le plan pluriannuel sur l'énergie. Des décrets doivent sortir, le RN n'en veut pas. Tout ça, Nicolas pourra l'expliquer. Ça se négocie dans la coulisse, c'est très technique. Troisième chose. Le 30 octobre. Que se passe-t-il le 30 octobre ? Il y a ceux qui préparent Halloween, puis il y a ceux qui ont la niche parlementaire à l'Assemblée nationale, niche parlementaire RN, avec des tas de textes que le RN a choisis volontairement consensuels pour essayer d'agréger les votes. Et puis l'idée que peut-être dans cette niche parlementaire, il pourrait y avoir la proposition de loi pour supprimer l'exécution provisoire quand un parlementaire est condamné. Aucun parlementaire ne peut être inéligible avant une condamnation définitive. Si c'était voté, si ça passait, Marine Le Pen retrouve l'horizon 2027. Et là, vous avez le 3e étage de la fusée et elle n'a plus aucun intérêt à censurer et à risquer une dissolution. Voilà, c'est ça. Voilà, mais vous voyez, ça peut être dans un plan un peu politique, machiavélique, appelez-le comme vous voulez. C'est le signe, cet épisode-là, ce matin, sur le perron de Matignon, qu'il y a un deal de non-censure avec le RN. C'est surtout une manière de dire aux socialistes, je peux négocier en sous-main des carabistouilles avec le RN pour... Fabien Roussel, en direct sur LCI. Christophe, vous me répondez juste après. Les députés sont face à leurs propres responsabilités parce que s'il n'y a pas de 49.3, ça veut dire qu'il va y avoir un véritable débat au Parlement. Il va falloir construire des majorités pour apporter des réponses à ce que demandent nos concitoyens. Et donc, c'est chaque député qui devra voter ou pas voter ce qui sera mis en débat. Et c'est l'occasion pour nous, enfin, de voter l'abrogation de la réforme des retraites, parce que nous savons qu'il y a une majorité à l'Assemblée nationale contre cette réforme des retraites. Donc il y a là une voie, une porte ouverte, il faut mettre le pied dedans, et puis accepter le débat, accepter les compromis. Et donc je demanderai au Premier ministre dans quelles conditions il met en œuvre cette mesure d'absence de 49.3. Parce qu'il y a d'autres articles dans la Constitution qui peuvent aussi brider les débats. Donc, il faut vraiment permettre un débat le plus large possible à l'Assemblée nationale. Et quelle est la position du Parti communiste, du coup, par rapport à ça ? Mais d'abord, je vais aller voir le Premier ministre pour lui poser des questions sur la manière dont il entend mettre en œuvre cette absence de 49.3. Et ensuite, nous allons en débattre entre nous sur les possibilités que nous aurons à faire avancer des mesures, l'abrogation de la réforme des retraites, l'augmentation des pensions, des moyens pour nos services publics, et voir si nous sommes prêts à aller à ce débat avec au Parlement. Et puis, il faut faire appel aux Français. Les Français vont se retourner vers leurs députés, justement. Est-ce qu'ils veulent des députés qui vont censurer a priori, ou est-ce qu'ils veulent des députés qui vont aller défendre à l'Assemblée nationale leur fiche de paye, leur retraite? C'est ça le sujet. Et donc, voilà, une nouvelle séquence s'ouvre. Elle est intéressante. Et quelles vont être vos propositions concrètes, du coup? Nous voulons, l'abrogation de la réforme des retraites. Nous voulons une augmentation des salaires et des retraites.
pour les retraités. Et nous voulons des mesures, des moyens supplémentaires pour les services publics. Je pense notamment à la santé et à l'éducation nationale. Et il nous faut des recettes nouvelles, il faut de la justice fiscale, il faut que les plus riches participent au budget. Et nous avons des propositions très concrètes là-dessus que nous mettrons en débat à l'Assemblée nationale et on verra qui vote pour, qui vote contre. C'est vraiment un moment de clarification pour nos concitoyens. Et pour finir, quelles sont vos attentes dans un futur proche ? Mon attente, c'est qu'on apporte des réponses aux Français. Là, les gens n'en peuvent plus. Le SMIC est très bas, les salaires au-dessus du SMIC n'évoluent pas, les factures, elles augmentent. C'est pas possible. On ne peut plus continuer comme ça. Il faut que le travail puisse permettre de vivre et de vivre dignement. Ah, c'est tout. C'est mon seul slogan, que le travail nous permette de vivre et vivre dignement. S'il n'y a pas des mesures qui vont dans ce sens-là, eh bien, on votera pas de budget, on votera pas de soutien à ce gouvernement. Et qu'est-ce que ça pourrait faire si vous ne votez pas le soutien ? Eh bien, ça veut dire que ce gouvernement ne tiendra pas, et que donc il faudra en changer. Mais pour l'instant, on n'en est pas là. Pour l'instant, on en est au débat, au dialogue. S'il n'y a pas de 49-3, ça veut dire qu'en face, il faut accepter le débat. Ça veut dire qu'en face, il n'y a pas de motion de censure. Et donc, c'est aussi une responsabilité de notre part. Est-ce qu'on accepte de ne pas censurer et donc de dialoguer ? C'est les discussions que nous aurons dans les heures qui viennent. Mais vous serez prêt à censurer si ça ne convient pas à vos attentes ? Mais tout dépend des conditions dans lesquelles le 49.3 est mis en œuvre. Il n'y a pas que le 49.3 dans la Constitution. Il y a l'article 40, il y a le vote bloqué, il y a donc d'autres mesures qui peuvent brider le débat. Et ça, nous n'en voulons pas. Donc ce sont les questions que je poserai au Premier ministre. Ça ne fait que commencer. Merci à vous. Merci, Monsieur Roussel. Merci beaucoup Camille Souhaut, au micro LCI, le secrétaire général du PCF, Fabien Roussel. Alors, il semble moins hostile. C'est plus peut-être un homme de dialogue. Ou alors est-ce le signe qu'il a moins de poids que Arthur Delaporte qu'on écoutait tout à l'heure? Vous avez tout dit. Elisabeth Martichoux. Offense au Parti communiste et à son digne représentant Fabien Roussel de dire qu'il n'est pas faiseur de roi. Donc il est très sincère, il dit formidable. Nous, on va abroger la réforme des retraites avec nos amis de gauche. Voilà, il est très allant, vous l'avez dit, très positif. Pas du tout le cas d'Arthur Delaporte, non, qui sent le piège se refermer sur lui et qui donc met des barrières à cette ouverture du Premier ministre. Parce qu'il dit oui, bah c'est bien, oui, c'était il y a quelques instants dans votre émission. Oui, c'est très bien. C'est une des avancées, mais c'est très très loin d'être la seule suffisante pour qu'on accorde de l'indulgence à l'égard de Sébastien Lecornu. Donc c'est dire la pression, et à mon avis ça tourne beaucoup là dans les cerveaux socialistes qui vont aller dans le bureau de Sébastien Lecornu pour savoir comment s'en sortir avec cette pression qui est mise sur ce PS décisionnaire quand même du destin de Sébastien Lecornu. Mais vous vous rendez compte qu'en moins d'une heure, on vient de parler 2 fois de contre-réforme des retraites. C'est-à-dire que ce serait, en matière de politique économique, ce serait la pire décision que l'on puisse prendre et la plus insupportable pour le reste du monde, qui nous fait quand même vivre, nous prêtant de l'argent, ce serait d'afficher une contre-réforme des retraites. Ce serait d'être le seul des pays riches qui avance l'âge de départ à la retraite quand l'ensemble des pays le reculent. Et à moins d'une heure après la prise de position du Premier ministre, on entend à 2 reprises parler d'abrogation de la réforme des retraites. Je vous rappelle que la Cour des comptes a fait une mission flash à la demande de François Bayrou, non, c'était qui? Je ne sais plus. En tout cas, on a eu les conclusions de la mission flash de la Cour des comptes. Chaque décalage d'1 an de l'âge de la retraite, que ce soit dans un sens ou dans l'autre, c'est plus 15 ou moins 15. Milliards, bien sûr. Donc, c'est juste la réforme que l'on ne peut pas se payer. C'est la réforme impossible et c'est la seule dont j'ai entendu parler depuis 1 heure. Oui, en fait, on sent aussi, on comprend peut-être aussi la prudence du Parti socialiste, répétée par Fabien Roussel, qui dit effectivement le 49.3, c'est pas l'alpha et l'oméga. Il y a d'autres articles dans la Constitution, l'article 47. Notamment qui permet de faire passer des mesures budgétaires par voie d'ordonnance si les parlementaires, au bout de 70 jours, ne se sont pas mis d'accord. Donc, on sent un petit peu la prudence. La Constitution est un texte qui a été très bien écrit, très bien ficelé, et donc on peut, il y a les lois spéciales bien évidemment, mais on peut effectivement faire passer des mesures différemment, même sans utiliser le 49.3, d'où la prudence sans doute des partis de gauche aujourd'hui.
faut une loi d'habilitation quand même pour aller à l'article 47, ce qui fait qu'il y a un moment, il vous faut quand même un peu un socle parlementaire avec vous. Mission flash Bayrou, Nicolas. Oui. C'était ça, voilà. Christophe, il prend les Français à témoin, le Premier ministre, aujourd'hui. Oui, il prend les Français à témoin et il met les députés devant leurs responsabilités. Et tout ça en public, à 1 heure de grande écoute sur LCI. Donc vraiment, les Français maintenant vont se tourner vers les parlementaires en disant on a bien compris, c'est vous maintenant les patrons. C'est plus le gouvernement, le président, comme dans la Ve République classique, c'est vous. Alors qu'est-ce que vous nous proposez ? Arthur Delaporte dit non, on peut pas réformer les retraites. J'ai regardé le site de la CGT. La CGT dit le PLFSS, donc projet de loi de finances de la Sécurité sociale 2023, a créé la réforme des retraites. Le PLFSS 2025 doit l'abroger. Donc maintenant, on sent déjà la défausse des parlementaires. Non, on peut pas le faire. Mais si, ils peuvent le faire. Faut qu'ils trouvent 15 milliards de recettes fiscales à visiblement. C'est ce qu'a dit Arthur Delaporte. Oui. Non, on peut pas le faire, on peut pas le faire. Je comprends pas pourquoi. Il y a visiblement une sorte de tuyauterie sur si j'ai bien compris ce qu'il a dit, mais alors là, on rentre dans des arcanes constitutionnels un peu complexes. L'initiative de remettre les retraites dans le PLFSS, le projet de loi de finances de la Sécurité sociale, d'après ce que j'ai compris du député, devrait venir du gouvernement, si j'ai bien compris ce qu'il a dit. Il a dit à 3 reprises, techniquement, nous n'avons pas la possibilité, nous, en tant qu'élus du Palais Bourbon, de ressusciter une réforme des retraites dans le PLFSS, car l'initiative devrait venir depuis Bercy. C'est à peu près ce que j'ai retenu de ce qu'il a raconté. Les amendements sont quand même faits pour que les parlementaires corrigent les propositions. D'accord, j'ai été surpris, Christophe. Alors, évidemment, ils sont tenus puisqu'ils doivent créer des recettes en face. Les parlementaires peuvent pas voter comme ça des dépenses. Oui, sans mais ça, bien sûr. Mais bien sûr. Oui. C'est anticonstitutionnel, c'est l'article 48. C'est anticonstitutionnel. Mais tout de même. La question, c'est est-ce que, et on en parlait avec Christophe tout à l'heure, est-ce que le gouvernement peut bloquer une dépense au nom de l'équilibre. Auquel cas, évidemment, il bloque la réforme des retraites. Vous voyez ce que je veux dire? Un parlementaire 49.3 impose, c'est un peu technique, mais là, ça devient un peu technique. Impose l'équilibre au bout du compte, absolument. Il peut bloquer peut-être. Un parlementaire n'a pas le droit constitutionnel de voter une dépense sans la financer. Ça serait trop facile. Ça serait le Parlement, un Père Noël. Mais et le Conseil constitutionnel est très sourcilleux là-dessus. Mais c'est à la charge des parlementaires de dire, mesdames et messieurs, je vous propose d'abroger la réforme des retraites ou d'augmenter le SMIC, et en échange, je vous propose d'augmenter tel impôt, de créer telle recette. Oui, mais on va y arriver. C'est le message final du Premier ministre. D'ailleurs, par rapport à ce que disait Fabien Roussel, il faut rappeler que le SMIC est indexé sur l'inflation et que c'est le seul salaire qui, lui, n'a pas souffert de l'inflation. Alors, je disais, on va y arriver. C'est la dernière phrase, ou quasi la dernière de la petite prise de parole du Premier ministre ce matin sur le perron de Matignon. On y revient dans un instant sur LCI. Il se bat pour obtenir le soutien de l'opposition afin de faire passer le PLFFF 2026 et d'éviter d'être renversé par une assemblée divisée. C'est Sébastien Lecornu et il était ce matin en direct sur LCI à 8h45. On l'écoute. Après en avoir discuté avec un certain nombre d'acteurs de la vie politique et parlementaire, je pense qu'il nous faut, comme je l'ai dit aussi sur ce perron, engager quelques ruptures. La Ve République, elle est présidentielle, semi-présidentielle, si on est précis, mais elle peut être aussi parlementaire. Et je pense que nous sommes dans le moment le plus parlementaire de la Ve République. Mais pour cela, il faut que chaque député puisse avoir du pouvoir, puisse avoir de la responsabilité, puisse prendre ses responsabilités. Et au fond, c'est ça qui nous empêche d'avancer, c'est la capacité à ce que le débat démarre. Christophe, notre père Fouras bien-aimé, est-ce que la 5e peut fonctionner avec 3 ou 4 blocs? Oui, mais c'est plus la 5e. Ah bah voilà. C'est plus la 5e, c'est que soit on retourne vers une forme de 4e, mais on a d'autres logiques, notamment dans le fonctionnement de l'exécutif, soit on invente autre chose, qui est non pas une 6e, pas tout à fait, mais une vraie 5e bis. Et cette 5e bis, c'est ce qu'a essayé de théoriser Sébastien Lecornu depuis le début. C'est une 5e qui est complètement du côté de son volet parlementaire. C'est un régime hybride, la 5e. Elle était équilibrée entre le présidentiel et le parlementaire jusqu'en 62. Avec l'élection au suffrage universel du président et encore plus avec le quinquennat, elle est devenue totalement ou presque totalement présidentielle, sauf en période de cohabitation. Et là, elle retourne du côté parlementaire. Mais elle y retourne avec un parlement qui n'arrive pas à fonctionner. Parce qu'il y a 4 blocs, vous dites, il y a 11 groupes parlementaires. Derrière chaque groupe parlementaire, il y a un présidentiable, parfois 2, et qui ne pense qu'à 2027 quand il fait des votes en 2025. C'est ça aussi qui fausse complètement le jeu des institutions, c'est le jeu des égos. Damien Fleureau, il gagne du temps
le Premier ministre? C'est-à-dire que si les discussions n'aboutissent pas avant le 31 décembre, enfin, c'est le date butoir, c'est le 31 décembre, ils vont être obligés de s'entendre. Oui, clairement. Alors, il gagne du temps pour tenter au moins d'installer pour quelques semaines son gouvernement, qui n'est pas encore connu à cette heure, même si on ne nous promet pas de grandes surprises, de grands changements au niveau de l'équipe de l'exécutif. Il gagne du temps parce que il remet à la main des parlementaires, et notamment des parlementaires socialistes, cette idée de débattre de la copie. Alors, effectivement, de quelle copie on va débattre? Quel est le socle initial, le texte de base? C'est ce que nous disait Arthur Delaporte. Il faut regarder ça en détail, parce que si on part de trop loin, on n'arrivera pas là où nous souhaitons aller, c'est-à-dire un gain, une victoire. C'est ça que le Parti socialiste souhaite. Et ce que nous dit le Parti socialiste, c'est que l'abandon de ce 49-3, ce n'est pas une victoire suffisante, ce n'est pas une défaite suffisamment cinglante pour le socle commun. Donc, ils attendent encore plus. C'est quand même extraordinaire, le poids de ce Parti socialiste qui fait quand même 1,7% à la présidentielle et qui est l'arbitre des élégances. Pardon ? 66 députés tout de même. Oui. 177, c'est quand même pas énorme. On l'avait déjà dit. Nicolas, on a une idée de ce qu'il y a dans cette copie dont parle Damien Fleureau? La copie budgétaire. Oui. Voilà, vous avez vu toute la liste de ce qui va être des hausses d'impôts. Il y en a à peu près pour tout le monde. Il y aura des hausses d'impôts dans tous les sens. Soit avec des vraies hausses d'impôts, soit avec des baisses de dépenses fiscales. Vous savez, quand vous baissez une dépense fiscale et que vous taillez une niche fiscale, ça a exactement le même effet qu'une hausse d'impôts pour la personne qui est visée. Si je viens vous prélever 10, je vous prends 10. Si j'avais l'habitude de vous donner 10 avec une niche que je ne vous donne pas, kiff, bourricot. Donc, il y aura effectivement des mesures fiscales absolument pour tout le monde. Il y aura aussi des ruptures de parole données par la puissance publique, parce qu'on avait promis qu'il n'y aurait pas de surtaxe exceptionnelle sur les grands groupes en 2026. Visiblement, ça va être reconduit. On s'était engagé à aller prélever les hauts revenus une fois en 2025. Visiblement, ça va être également reconduit. Et puis, il va y avoir tout ce petit arsenal un peu complexe pour aller donner, en tout cas, l'idée qu'on taxe les plus hauts revenus, sans aller jusqu'à la taxe Zuckman et son prototype incluant l'outil professionnel qui était autodestructeur pour l'économie française. Ça, c'est la partie impôt. Et puis, on a eu hier les quelques annonces un petit peu pipeau sur le pouvoir d'achat, objectivement, parce que on reprend des mesures qui existent déjà en expliquant qu'on va faire des miracles. Le seul moyen de faire un miracle sur cette partie de pouvoir d'achat serait d'accéder à la requête des socialistes, qui est de baisser ou voire d'exonérer dans certains cas la CSG. Sauf que la CSG est une recette massive de l'État, de la puissance publique, et on peut pas s'amuser à tripatouiller la CSG parce que les effets sont tout de suite en montagne de milliards d'euros et on n'a pas les moyens de les supporter. Après, on n'a absolument rien sur les économies de dépenses publiques. On n'a absolument aucune perspective. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas, pour l'instant. Pour l'instant, ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas. Mais j'ai pas tellement l'impression qu'il y ait des éléments structurants. Il y a quand même toute une partie du débat qui n'a pas lieu. On se demande qui on va taxer, comment on va les taxer, et comment est-ce qu'on va redistribuer de l'argent qu'on n'a pas. C'est quand même à peu près les sempiternelles questions que l'on pose régulièrement. Est-ce que quelqu'un s'est demandé comment est-ce qu'on allait accroître le PIB? Comment est-ce qu'on allait accroître le taux d'emploi? Comment est-ce qu'on allait peut-être essayer de répondre à nos enjeux par le fait qu'il y ait plus de gens au travail? On a des bons rameurs en France, mais on n'en a pas assez. Ce qui fait qu'on a effectivement la durée de travail par habitant et par an la plus basse des pays de l'OCDE. Donc il faut plus de gens dans l'emploi, que ce soit plus tard dans la vie, plus tôt dans la vie, en restant moins longtemps au chômage. Mais enfin, les questions clés qui sont comment on s'en sort collectivement pour créer de la richesse, aucune de ces questions n'est posée. Mais parce qu'ils n'ont pas de consensus et qu'ils attendent le débat de 2027. Mais la question n'est jamais posée. Elle n'est jamais dans le débat. La sortie par le haut d'une économie riche et vieillissante comme la nôtre, c'est d'accroître le PIB. On continue à vivre dans l'idée qu'on va utiliser l'argent public pour financer de la demande et finalement une politique sans beaucoup travailler, et on est encore sur l'idée du gâteau fini. Alors le gâteau fini, comme il ne grossit pas, il faut en prendre un peu à certains pour en donner à d'autres. Mais c'est juste lunaire, c'est ce qui a présidé à la mise en place des 35 heures où de toute façon le marché du travail était fini. Non, tout ça peut grossir, peut se rétrécir, mais peut grossir. Ayons aussi ce type de débat. Comptez le nombre d'heures à parler de la taxe Zuckman et le nombre d'heures à parler du taux d'emploi. Je pense que Vous avez raison. L'arbitrage est assez vite fait. Assez vite fait. Christophe, c'est sa dernière chance à Sébastien Lecornu. Là, il joue son va-tout.
Ah oui, puisque cette tactique-là, elle va cadrer toute son entrée au Parlement. Le discours de politique générale, les premiers débats budgétaires, lutter contre une éventuelle motion de censure déposée par la France Insoumise ou les écologistes, ça va se faire dans ce cadre-là. Il a quand même là sorti sa cartouche maximale. Sur le fond, les décisions vraiment à prendre, il le renvoie au Parlement. Il est fermé à rien puisqu'il dit que ça va être l'affaire des parlementaires. Donc oui, c'est un tournant dans la méthode Le Cornu. On a en ligne avec nous Edwige Diaz, vice-présidente du RN, députée de Gironde. Bonjour madame. Alors cet abandon par le Premier ministre du 49.3, comment vous jugez ça, vous, au RN ? Écoutez, moi je suis comme l'immense majorité des Français, je ne suis pas une adepte du 49.3. Pour autant, je n'oublie pas que M. Le Cornu est un macroniste et qu'il peut-être avoir des arrière-pensées. Moi, ce que je veux juste vous dire, c'est que s'il n'utilise pas le 49.3, ça veut dire qu'il compte sur les députés macronistes et LR pour siéger avec assiduité à l'Assemblée nationale, pour repousser les délires en matière de fiscalité confiscatoire du nouveau Front populaire. Et hélas, puisque je vais vous rappeler que l'année dernière, les amis de M. Attal ont littéralement déserté l'Assemblée nationale. Ce qui fait que si un budget NFP était passé l'année dernière, eh bien, ce seraient les impôts qui auraient considérablement augmenté. Parce que nous, au Rassemblement national, vous le savez, nous sommes le groupe parlementaire le plus assidu en hémicycle, mais nous ne sommes, hélas, pas suffisamment nombreux pour bloquer tous les délires idéologiques de la gauche. Donc j'espère qu'en disant cela, M. Le Cornu va passer un message clair aux députés macronistes, c'est qu'il faut qu'ils siègent à l'Assemblée nationale. Sinon, ce sera un budget qui sera totalement confiscatoire en matière de pouvoir d'achat pour les Français. Et Guillaume Audin. Madame Diaz, j'ai une question à vous poser. Durant ces 3 semaines, vous avez eu le temps de retourner en circonscription. Très concrètement, qu'est-ce que vous disent vos électeurs à propos de M. Le Cornu renversé ? Écoute, déjà, en fait, ce qui m'a interpellée, c'est que les Français ne sont pas du tout dans l'attente d'un gouvernement. En fait, ils connaissaient pas les ministres d'avant. Ils connaîtront certainement pas les ministres qui vont être nommés. Monsieur Le Cornu n'a pas du tout été identifié. Donc, on a quand même l'impression de Français qui attendent précisément la rupture, l'alternance. Et en fait, ce que les gens me disent sur le terrain, c'est vivement 2027, vivement Marine et vivement Jordan. Merci beaucoup, Madame Diaz, d'être intervenue en direct sur LCI. Merci à tous sur le plateau d'être venus commenter cette prise de parole en direct depuis Matignon de Sébastien Le Cornu. On va y arriver. Je renonce au 49.3. Discutez entre vous. Voilà ce que nous dit en substance le Premier ministre. On se quitte. On se retrouve demain en toute liberté.